Bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, bien évidemment, vous dire que le système électrique est un organe vital pour notre pays. Son importance va encore croître pour faire face aux défis climatiques, parce que l'électrification des usages, on en parle souvent, c'est bien la solution pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, en complément de la sobriété qui est tout aussi indispensable. Alors vous le savez, notre groupe EDF s'est fixé pour raison d'être de construire un avenir énergétique neutre en carbone grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Cette ambition doit être également l'occasion de renforcer notre indépendance énergétique et de renforcer aussi la confiance que nous accordent les Français. Cette confiance, vous le savez, c'est un atout formidable pour EDF. Le numérique est au cœur de cette transition énergétique. Les liens entre le numérique et l'électricité sont de plus en plus étroits, que ce soit pour la construction de nouveaux moyens de production, pour le développement de services innovants pour nos clients, ou encore pour la gestion et l'optimisation de ce système lui-même. De fait, si nous souhaitons un système électrique souverain et performant, nous aurons besoin d'un numérique maîtrisé et de confiance. Ce numérique lui-même doit être souverain. Chez EDF, nous développons une stratégie de souveraineté numérique qui est basée sur 3 piliers. Les compétences et les technologies, les partenariats, la maîtrise de la donnée. D'abord, dans le domaine des compétences et des technologies, le groupe s'est structuré pour maîtriser très en amont les technologies numériques et pour accompagner leur utilisation en s'appuyant sur des centres d'expertise internes. Je prends pour exemple la blockchain ou l'intelligence artificielle, et cela, nous le ferons la plupart du temps en liaison avec un écosystème de start-up. En matière de partenariat, justement, nous sommes engagés de longue date avec des industriels européens, de manière à disposer ou à développer de solutions numériques critiques et sécurisées, tant pour nos installations de production que pour l'ingénierie en matière de construction, ou encore pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui seront aussi des algorithmes responsables. Enfin, en matière de souveraineté numérique, cela nous impose une maîtrise de la donnée, de son usage et de son partage. Cette maîtrise, c'est la base de la confiance que nous accordent 25 millions de clients lorsqu'ils nous confient leurs données personnelles. Nous devons garantir la protection de ces données, aussi bien en termes d'exposition juridique qu'en termes de cybersécurité. Et à cette fin, le groupe travaille au renforcement permanent du cadre de confiance. Nous agissons au niveau national, au travers de notre participation au campus cyber, qui devient un lieu totem de la cybersécurité française. Et puis nous intervenons au niveau européen, notamment comme membre fondateur de l'association Gaia X. Ces différents piliers construisent notre maîtrise du numérique, car il ne peut y avoir de souveraineté énergétique sans souveraineté numérique. Et on vient d'écouter donc Jean-Bernard Lévy, le PDG du groupe EDF, et on va parler d'un écosystème aujourd'hui qui s'appelle Sinclair avec deux invités. Bonjour, j'accueille Véronique Lacour. Bonjour Véronique Lacour, vous travaillez chez EDF, vous êtes directrice exécutive groupe en charge de la transformation et de l'efficacité opérationnelle chez EDF. Et puis vous, Stéphane Tanguy, vous travaillez aussi chez EDF, vous êtes directeur des systèmes et technologies de l'information chez EDF R&D, donc la partie recherche et développement. Bienvenue sur merci d'être avec nous sur cette journée dédiée à la souveraineté numérique. Jean-Bernard Lévy parlait justement de transition énergétique qui ne passera que par évidemment le numérique, on vient de l'entendre à la fin. Alors justement, revenons un petit peu sur le numérique au cœur de la transition énergétique. Selon vous, de votre point de vue et en fonction justement de votre rôle, je rappelle que c'est vous qui pilotez la transformation et l'efficacité opérationnelle. Qu'est-ce que ça représente concrètement ? Alors, je pense que cette souveraineté énergétique, malheureusement, elle a été beaucoup mise en lumière par la crise ukrainienne, et l'accès à l'énergie est vital. Et avec ce que je vais appeler le grand défi du siècle, qui est l'urgence climatique, l'accès à une énergie décarbonée est vital pour la planète, et nous devons substituer
aux énergies fossiles qui émettent du CO2, une énergie neutre en carbone. Et ça veut dire accélérer, par exemple, la mobilité électrique. Ça veut dire remplacer nos chaudières au fioul par des pompes à chaleur, par exemple. Et la part de l'électricité dans notre consommation globale va croître. Une information, la production d'électricité d'EDF est à 97% neutre en carbone, et à horizon 2050, la consommation d'électricité va doubler, elle va passer d'environ 25% aujourd'hui à 50%. Et ce système électrique, on voit qu'il est au cœur de la transition énergétique. Et le numérique est de plus en plus présent dans ce système électrique. Je vais donner des exemples, mais je pense que vous voyez certains exemples autour de vous. Prenons par exemple les compteurs. Les compteurs sont aujourd'hui communicants. Vous voyez de plus en plus de services. Grâce à Linky, hein, c'est ça que Grâce vous à évoquez. Linky, Oui. absolument. Vous voyez de plus en plus de services qui accompagnent la transition énergétique. Et le numérique permet de piloter la consommation, permet de piloter le système lui-même, permet d'optimiser la production. Je peux vous donner deux exemples qui vont illustrer d'une part comment on peut mieux piloter la consommation avec le numérique, mais aussi comment on peut mieux piloter le système. Premier exemple sur le pilotage de la consommation, les clients d'EDF ont accès à une application qui s'appelle EDF et moi, qui dispose d'un service appelé e-équilibre et qui permet de voir sa consommation quotidienne, de la voir au pas 30 minutes. Donc on voit comment évolue sa consommation dans la journée, qui permet à EDF de vous adresser des éco-gestes aussi et qui permet de comparer sa consommation à des foyers similaires. Là, vous faites presque de l'éducation, là, pour un petit peu, quand même, C'est à vis-à-vis la des fois clients. de la pédagogie Pédagogie, et de la maîtrise de la consommation, puisque les clients qui vont régulièrement sur ce service et équilibre font jusqu'à 10% d'économie sur la facture. Donc vous voyez que c'est un facteur de sobriété et d'économie d'énergie. Alors, surtout dans le contexte dans lequel on vit, où les Français Exactement. vont être très attentifs évidemment à leurs factures énergétiques dues Exactement. à la crise. C'est évidemment. important de le préciser. L'autre exemple pour montrer comment le numérique peut aider à maîtriser le système lui-même, je vais prendre l'exemple de la mobilité électrique. Et le numérique va permettre d'optimiser la recharge des véhicules électriques. Au lieu de charger tous les véhicules qui rentrent à la maison le soir, qui se branchent sur le réseau et qui risquent d'aggraver la pointe de 19 heures, eh bien, on va recharger les véhicules en fonction des besoins de mobilité, bien sûr, mais recharger les véhicules à un moment où l'électricité sera plus abondante et il y aura moins de demande. Voire tous ces véhicules qui sont branchés sur le réseau, toutes ces batteries qui sont disponibles, peuvent elles-mêmes devenir des éléments de fourniture d'énergie sur le réseau et elles se rechargeront plus tard. Donc vous Si on voyez, parle, je crois, de stockage stationnaire, c'est ça, c'est du des stockage. énergies intermittentes Exact. des batteries qui Voilà. alimentent le RTE, le réseau évidemment national. Voilà. Donc Très c'est intéressant. en effet du stockage et c'est grâce au numérique que l'on peut faire tout ça. Et donc on voit combien le numérique est présent dans le système électrique. Et par ailleurs, comme toutes les entreprises, EDF est un grand industriel qui a beaucoup transformé ses processus et ses modes de fonctionnement. Et par exemple, nous avons aujourd'hui beaucoup de jumeaux numériques de nos installations industrielles qui permettent de former dans des environnements virtuels les futurs intervenants, qui évitent qu'ils se déplacent dans un bâtiment réacteur, par exemple, donc de former, de faire de préparer des maintenances. Donc le numérique est très présent, il est au cœur de la transition énergétique et comme le disait Jean-Bernard Lévy, il n'y a pas de souveraineté énergétique sans souveraineté numérique. Alors justement, revenons rapidement, avant qu'on évoque avec vous, Stéphane Tanguy, Sinclair, cet écosystème qui a bien maintenant un nom et une identité. Mais juste avant, Jean-Bernard Lévy parlait justement de la souveraineté, c'est d'ailleurs pour ça que nous l'avons interrogé. Sur quel pilier, et dans le contexte dans lequel on vit, qui est particulier aujourd'hui, vous reposez maintenant la stratégie de souveraineté chez EDF ? Jean-Bernard Lévy a parlé de trois piliers, les compétences et la technologie, les partenariats et la maîtrise de la donnée. Je vais plutôt éclairer ce dernier point, la maîtrise de la donnée. 25 millions de clients font confiance à EDF. Donc ils font confiance à EDF parce que c'est un grand industriel qui délivre des services de qualité et des services innovants. Et ils font confiance à EDF
pour protéger leurs données, puisqu'ils nous confient leurs données, ils nous font confiance pour protéger leurs données, les protéger au sens de la cybersécurité, les protéger aussi au sens de la protection des données personnelles. Et pour nous, protéger ces données, c'est maîtriser le lieu où ces données sont stockées, dans nos data centers ou dans des espaces de confiance. C'est très important pour la protection des données personnelles et c'est vraiment la base de la confiance. C'est vrai aussi pour toutes nos données internes, pour nos données industrielles, pour les données que nous partageons aussi avec d'autres industriels dans le cadre de nos grands projets, comme les projets de construction de centrales nucléaires. Nous devons disposer de cadres de confiance dans lesquels nous pouvons partager ces données avec d'autres. Et donc nous y travaillons sur plusieurs angles. Nous travaillons notamment sur l'angle de la technologie et des standards. Nous avons été un des premiers membres fondateurs de l'initiative européenne Gaia-X, dans laquelle se définissent des standards et notamment des labels qui vont permettre de labelliser des services cloud. Et il y a 3 niveaux de labels, et dont un qui est très exigeant, à la fois sur les aspects cybersécurité et sur les aspects de protection de l'immunité aux lois extraterritoriales. Donc tout cela fait partie des actions sur lesquelles nous travaillons. Cette initiative Gaia-X permet aussi de définir des espaces dans lesquels nous pouvons partager les données. Nous pilotons le Data Space Énergie. Donc nous travaillons sur ces sujets avec d'autres partenaires, d'autres industriels ou des entreprises de services numériques. Et c'est très important de travailler en partenariat sur ces sujets-là. Et par ailleurs, nous avons fait le choix de maîtriser les technologies en interne. Et donc nous avons des compétences qui permettent de maîtriser les technologies, de maîtriser leur fonctionnement pour garantir notre maîtrise de ce système numérique et des systèmes électriques par ricochet. Évidemment, là, vous évoquez la R&D quand vous parlez de technologie propriétaire, Oui. made by EDF. Stéphane Tanguy, justement, vous êtes, je rappelle, directeur des... je vais y arriver, des systèmes d'information, c'est ça, chez EDF R&D. Alors, parlons de cet écosystème Sinclair. On a envie de savoir ce que c'est et qui sont les parties prenantes, les partenaires. D'accord, très bien. Donc Sinclair, en fait, c'est un laboratoire commun de recherche en intelligence artificielle focalisé sur la recherche sur l'IA industrielle. Donc c'est un laboratoire commun qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec 3 sociétés, donc Thales, Total et EDF. Et la raison finalement de cette initiative, c'est que on avait tous les 3 une ambition assez forte pour développer l'IA industrielle. Et en tant qu'industriel, on est évidemment amené à opérer des systèmes critiques et qui vont être régulés, en particulier sur leurs aspects de sûreté. IA industrielle, je me permets de vous couper pour qu'on puisse tous comprendre. Ah, voilà, intelligence artificielle, appliquée à quoi? Au process dans le secteur industriel? C'est une IA qui va concrètement se définir comment dans le champ industriel? Alors, dans le champ industriel, elle va faire tout un tas de choses finalement, qu'on l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va aider à la décision, elle va permettre de simuler, elle va permettre d'anticiper certaines actions et puis aider les opérateurs. Mais la particularité, c'est que les IA qui ont été développées récemment n'ont pas forcément toutes les vertus nécessaires pour opérer des systèmes critiques, en particulier sur leur explicabilité. Donc, en tant que ces 3 sociétés, on doit expliquer à nos régulateurs pourquoi on a pris telle ou telle décision ou pourquoi le système a pris telle ou telle décision. Donc, on s'est rassemblé effectivement ce besoin de recherche qui se traduit sur 3 thématiques finalement. Une problématique d'IA de confiance, donc spécifiquement sur comment expliquer finalement le résultat que nous donnent ces IA qui sont souvent des boîtes noires. Des algorithmes avancés qu'on appelle par renforcement qui ont fait la une autour des jeux qu'on applique sur les opérations de pilotage optimisé de systèmes. Et troisièmement, sur l'hybridation de l'IA qui va travailler à partir de données et de la physique, des équations de la physique, qui va nous permettre de faire des jumeaux numériques, donc d'avoir une vue en temps réel de qu'est-ce qui se passe sur nos systèmes, donc, dont parlait Véronique. Donc, pour résumer, Sinclair, c'est EDF, Total Energy, Thales,
hein, c'est ça l'idée. C'est exactement ça. C'était un peu inédit. C'est inédit cette association parce que on pourrait imaginer que Total Énergie EDF, vous êtes quand même en compétition sur certains métiers, certains. Voilà, je pense que on voit beaucoup des laboratoires communs entre un industriel et les partenaires académiques, un laboratoire commun avec des industriels, puis ensuite qui rassemble des académiques autour de lui, c'est un peu plus inédit, effectivement, et en particulier sur le domaine de l'IA, à mon sens, aujourd'hui, on est un peu les seuls. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de mettre en commun finalement nos ressources, nos capacités de recherche, nos équipes de chercheurs, pour accélérer ces travaux sur l'IA industrielle. Parce que l'idée, c'est de créer des standards, des applications, bien sûr, qui vont être concrètes, qui vont servir la performance au global, j'imagine. Mais demain, est-ce vous avez une vision très long terme de Sinclair? Est-ce que l'idée, c'est de bâtir peut-être des standards demain industriels, majeurs? Alors, oui, on commence par travailler en fait sur des sujets de méthodologie, d'abord d'état de l'art. Donc, on va travailler ensemble. Il y a énormément de choses qui se passent dans le domaine de la recherche en IA. Et donc, le simple fait de rester, on va dire, de connaître les dernières publications et d'analyser tout ce résultat, en quoi ça peut nous servir, est déjà finalement une mutualisation très intéressante. Ensuite, on va travailler souvent sur des cas jouets sur lesquels on va développer des méthodologies, utiliser des données publiques pour aller démontrer effectivement que cet algorithme fonctionne. Et puis ensuite, quand on va travailler sur le cas d'usage, là, je dirais, il y a deux cas. Soit on va choisir de partager nos données parce qu'on peut se le permettre, ce n'est pas un cas sur lequel on est en compétition, ou alors si c'est un peu plus sensible, alors ça, on sortira le développement, la finalisation du cas d'usage hors du laboratoire. Et au niveau de la propriété intellectuelle de projet, admettons, un cas d'usage qui utilise justement l'IA sur l'industriel, donne lieu à une découverte, qui donne lieu à une pose de brevet, un dépôt de brevet. Comment ça se passe concrètement? Alors, si c'est sur des algorithmes, des pédagogies, des choses comme ça peut être effectivement partagé, ou si on décide de finaliser complètement le développement des technologies hors du laboratoire, mais en ayant accéléré le développement initial dans le laboratoire, à ce moment-là, la propriété sera à l'un des industriels. Voilà, tous les cas sont un peu possibles, c'est assez flexible. Véronique Lacour, comment vous suivez Sinclair, vous, de votre côté? Sinclair est une initiative qui montre combien la souveraineté, c'est pas l'autarcie. Vous avez mentionné que potentiellement on travaillait même avec des concurrents, bien sûr sur des sujets très précis, mais la souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. La souveraineté, c'est travailler en partenariat avec d'autres acteurs pour construire des écosystèmes qui vont nous permettre de bâtir un numérique de confiance en France et en Europe. C'est très important, ces initiatives comme Sinclair. Oui, c'est vrai qu'on l'entendra aussi sur d'autres discussions tout à l'heure, sur à peu près la même idée que la vôtre, qui est non pas je dirais, le retour des Gaulois, mais plutôt, et un pays fermé sur lui-même, mais plutôt des alliances. Et c'est tout l'objet d'ailleurs de ce focus par l'Observatoire Natexlo sur ces écosystèmes inédits dans leur forme et dans leur méthode. C'est l'heure de se quitter. On aurait envie de vous écouter davantage, mais la journée est longue. Merci à tous les deux. On vous applaudit pour votre intervention et présence. Merci beaucoup.